Pour moi, j'ai 5 conseils assez évidents. Un, c'est arrêter saumon, cabillaud, crevettes. Si vous voulez choisir durable, le premier truc à faire, c'est arrêter. Alors, vous pouvez commencer par un des trois, mais arrêter le saumon au moins. Déjà, si vous faites ça, vous avez fait un énorme pas vers la durabilité, quoi. On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait changer le monde en mangeant ? Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'alimentation de demain. Chefs, productrices, artisans, entrepreneuses, mes invités bousculent les codes pour réinventer notre façon de manger. À travers leurs histoires, ils nous dévoilent les coulisses de nos assiettes, leur impact sur notre société, notre santé, notre planète, et nous partagent ici leurs ingrédients du changement. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur? Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Il y a une recette que j'aime beaucoup. Moi je reste toujours fidèle à la recette. Tu veux que je te donne une recette là tout de suite? C'est une nouvelle recette en plus, c'est marqué sur le packaging. C'est sûr qu'on peut changer le monde en mangeant. Salut Charles. Salut Julie, bienvenue. T'as récupéré ton panier? Oui, j'ai récupéré mon panier. On va pouvoir l'ouvrir ensemble. Ah, coquille Saint-Jacques émulée, parfait. J'ai grandi à Nantes, à quelques dizaines de kilomètres de l'océan, et je l'avoue, je suis une grande amatrice de produits de la mer. Et en éternelle curieuse, je me suis toujours posé un tas de questions. Existe-t-il du poisson français ? Y a-t-il une saison, comme pour les fruits et légumes ? Quelles sont les espèces à privilégier pour préserver nos océans et celles, au contraire, qu'il vaudrait mieux éviter ? On est pas mal au mois de décembre à 18h dehors en train de manger des coquilles Saint-Jacques à Paris. On est pas mal. Pour obtenir des réponses et mieux comprendre les coulisses et l'impact de cette filière, je suis donc allée à la rencontre d'un passionné de pêche bien décidé à réinventer notre façon de consommer le poisson. Je suis Charles Guériec, le fondateur de Poiscaille. Nous connaissons tous les paniers de légumes, mais connaissez-vous les casiers de la mer ? C'est ce que propose Poiscaille, des poissons, coquillages et crustacés issus de la pêche artisanale et livrés en circuit court. Dans cet épisode, Charles nous raconte son histoire, des plages de Royan où il pêchait avec ses grands-parents, au banc du ministère de la Pêche à Paris, jusqu'à l'envie de transformer en profondeur tout un secteur. Voici la recette de Charles Guériec. Alors, ces coquilles Saint-Jacques, Charles, on les goûte ? Bah exactement. On va les ouvrir. Tu sais ouvrir une coquille Saint-Jacques ? Non. C'est tout simple. En plus là, comme elles sont restées un peu dans le frigo, elles sont détendues. Et l'idée c'est d'aller racler, tu vois, sur le haut de la coquille. Et hop, ça se détache tout seul. Ce qui est cool, c'est qu'on voit que là, si on frotte la coquille, elle réagit. Je t'enlève la barbe. Faire ça avec les doigts. Et voilà. Ce qui est trop cool avec les coquilles Saint-Jacques de plongée, c'est qu'il n'y a pas de sable du tout dedans parce qu'elles sont pêchées à la main. Et donc tu peux les manger comme ça, t'as pas besoin de les rincer. Et le fait de rincer, ça fait perdre du goût en général. C'est pas évident de faire la différence vraiment, mais quand t'as les deux à côté, la différence elle est évidente. C'est plus subtil et tout. Et surtout récupérer ce qu'il y a sur le couvercle. Ça c'est le bonus du cuisinier. Oui, parce que les auditeurs ne voient pas, mais les coquilles Saint-Jacques, là, sont pleines de sable à l'extérieur. Et en effet, à l'intérieur, il n'y en a pas du tout. Elles sont toutes propres, ouais. Je goûte ? Je t'en ouvre une autre ? Allez. Allez, à toi. C'est hyper bon. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Alors après, on met des petits assaisonnements, un peu de citron, un peu de machin, mais... C'est très bon comme ça, c'est très frais. Après, j'avoue, un peu de citron, un petit peu de peu de pain, poivre, voilà, c'est ça. de beurre salé. J'en reprends un petit bout. Allez, je te laisse le dernier. Alors, juste avant que tu l'ouvres, à quoi elle ressemble pour les auditeurs qui ne voient pas ces coquilles ? Bah, c'est un gros coquillage quand même. Là, j'en ai une qui est plutôt petite, qui prend quasiment toute la paume de ma main.
La coquille Saint-Jacques, on la distingue par toutes ces stries. Alors là, celle-là, elle a plein de petites choses collées, donc on les voit moins, mais elle a beaucoup de stries, puis c'est un gros coquillage. Faire gaffe, il y a des moments, il y a des pétoncles importés qui prennent le nom de Saint-Jacques. Bon, sa forme est quand même assez caractéristique à la coquille Saint-Jacques, c'est dur de confondre. Par contre, quand on l'achète en noix, souvent on confond, voire on achète des produits qui viennent du Canada, du Pérou, parfois d'élevage. Elle vient d'où? Celle-là, elle vient de la baie de Saint-Brieuc. Bonjour Charles. Bonjour Julie, bienvenue. Merci de me recevoir à Paris dans les locaux de Poiscaille. Charles, tu es donc le cofondateur de ce service de vente de casiers de la mer en circuit court, inspiré du modèle des paniers de légumes, mais en version marine. Nous allons donc ensemble parler de notre consommation de poissons et tu vas nous plonger dans les coulisses de cette filière et nous éclairer avec tes conseils avisés. Charles, tu es un fervent défenseur d'une pêche durable. Est-ce que, en guise d'introduction, tu peux juste nous dire en quelques mots, c'est quoi pour toi une pêche durable? Alors c'est intéressant parce qu'il y a peu de définitions de la pêche durable qui existent, mais je reprendrai tout simplement les 3 piliers de la durabilité, donc économique, environnementale et sociale. Donc économique, c'est une pêche qui en fait arrive à avoir un équilibre économique et à générer des revenus. Il faut savoir que certaines pêches n'en sont pas capables sans subvention. Environnemental, c'est qui n'appauvrit pas les stocks de poissons qui sont la ressource qu'elle produit et qu'elle vend. Et 2, surtout, n'abîme pas l'environnement dans lequel elle travaille. Donc on parle de l'impact sur les fonds marins, mais il y en a plein d'autres, qui est crucial de maintenir cet écosystème en bon état pour avoir des écosystèmes productifs derrière. Et 3, qui apporte une utilité sociale, donc qui donne du bon poisson de qualité à nourrir, à manger à la population, et qui permet à des marins pêcheurs de vivre en bord de mer, de maintenir des communautés côtières. Donc voilà, si on arrive à répondre avec une pêche à ces 3 piliers, je pense qu'on a une pêche durable, et en plus elle est responsable. Mais le terme responsable, parfois il est utilisé, et il me plaît pas parce que plein de gens parlent de pêche responsable, et en fait ça veut tout dire et rien dire, quoi. Tu préfères le terme pêche durable? Ouais, durable pour moi, en tout cas, est le terme qui me paraît le plus cohérent. Responsable, ça veut un peu tout dire et rien dire. En tout cas, quand je vois des cahiers des charges de certains qui ont de la pêche responsable, c'est creux. Donc c'est pour ça que il me plaît pas ce terme pour la pêche. On va donc parler de pêche durable pendant ce podcast. Et avant que tu nous en dises plus, justement, j'aimerais en savoir plus d'abord sur toi. Où as-tu grandi, Charles, et à quoi ressemblait la cuisine de ton enfance? Donc moi j'ai un nom breton, je m'appelle Guiriec, tout le monde me dit: «Vous êtes breton?» Non, je suis pas breton, je suis né à Bordeaux, et j'ai grandi donc à Bordeaux, et pas mal l'été chez mes grands-parents qui avaient une maison à Royan en bord de mer. La cuisine de mon enfance, mes parents à l'époque, ils étaient pas du tout branchés sur la cuisine, donc c'était pas une grande cuisine, et même pas une cuisine un peu traditionnelle comme on peut imaginer. C'était plus chez mes grands-parents avec ma grand-mère. Et le souvenir, moi, qui me revient de manière évidente, c'est quand je rentrais de la pêche, notamment à la crevette. Donc j'allais pêcher les crevettes à midi, et puis à 12h30, les crevettes étaient cuites, un peu fumantes, avec du pain et du beurre. Ça c'était la cuisine dont je me souviens le plus. Mais sinon, côté de mes parents, je sais pas, jusqu'à mes 10-12 ans, c'était une cuisine assez fonctionnelle, pas forcément très élaborée, pas forcément de marché ou autre. On allait au McDo le dimanche soir ou des trucs comme ça. Mais par contre, ouais, les repas de famille et tout ça, là, par contre, il y avait une attention à la cuisine, à la préparation qui était beaucoup plus forte. Et donc, tu nous as parlé de tes vacances chez tes grands-parents au bord de la mer. Est-ce que c'est là qu'est née ta passion pour la pêche? Comment c'est venu? Bah, a priori, oui, parce que moi, j'ai des photos où je suis en couche-culotte en train de chasser la crevette ou les petits crabes dans les mares. Donc, je sais pas, j'avais une espèce de fascination qui est venue. Mais c'est vrai que j'étais assez déjà obnubilé à jamais vouloir arrêter, à toujours farfouiller, etc. Mon père m'a montré un petit peu la pêche un peu plus élaborée, on va dire la pêche à la canne, avec un moulinet pour essayer d'attraper les premiers poissons. Et moi, j'ai croché dedans à fond, et donc toute mon adolescence, tous les week-ends, j'allais à la pêche. À cette époque, mes parents découvraient le bassin d'Arcachon, et donc on y allait. C'était encore un endroit pas forcément très fréquenté,
Et donc, tous les week-ends, samedi, dimanche, jusqu'à pas d'heure, je restais dans une petite barquette à pêcher. J'ai potassé les magazines de pêche. Je me suis fait des crises de nerfs à pas réussir à faire mes nœuds, etc. Avoir des voilà. Et petit à petit, ça a continué. La semaine dernière, j'étais en quelques jours de vacances chez un pote en Bretagne. On a pêché dans des conditions horribles, mais envie d'y aller, ça fait du bien, etc. Quoi. Donc, je sais pas trop dire comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, j'ai croché dedans et c'est resté quoi. Et c'est ça qui a vraiment guidé derrière mes études. J'ai fait des études de bio parce que la pêche, le poisson. J'ai fait des écoles d'agro parce qu'il y avait des formations en pêche. C'était presque un truc évident que j'ai jamais trop questionné, mais ça m'a porté quoi. Donc Tu étais donc passionné de pêche et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton parcours? Quelles études tu as fait? Quel parcours tu as suivi? Est-ce que tu as toujours voulu faire de cette passion ton métier ou qu'est-ce que tu voulais faire? Alors honnêtement, non, je savais pas du tout ce que j'allais faire comme métier. Si j'avais un petit rêve ou un fantasme d'être, je sais pas, biologiste marin ou chercheur parce que je voyais ça certainement dans les reportages à la télé. Mais donc moi j'étais plutôt bon élève, je m'en sortais bien, donc j'ai fait une prépa bio. Je savais pas que j'allais arriver dans une école d'ingénieur agro. Et moi j'ai pas très bien réussi mes concours, donc je me suis retrouvé à Dijon. Dijon, loin de la mer, on parle de la production de maïs, l'élevage de vaches. Je fais un stage dans une ferme, vraiment rien à voir avec le poisson. Euh, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire et puis j'avançais là-dedans. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à cette école qui est à Rennes, qui est l'école où on forme les ingénieurs halieutes, donc les spécialistes donc de la pêche professionnelle, de l'exploitation des ressources, de l'évaluation des stocks. Et moi, hyper content d'aller à Rennes parce que je pouvais aller à la pêche avec mes potes le week-end. J'étais pas loin, je pouvais aller pêcher du bar. Pour moi, la Bretagne, c'était un peu la destination phare pour pêcher en mer. Et donc, j'ai ce diplôme d'ingénieur. Il faut savoir que la filière pêche, elle est toute petite en France. La filière pêche professionnelle, hein, là on parle de pêche professionnelle. Moi, je suis passionné de pêche récréative, mais la pêche professionnelle, c'est aujourd'hui, il y a 10 000 marins-pêcheurs embauchés sur 4 000 navires. Si on compare à l'agriculture, c'est, je crois, 400 000 exploitations agricoles et presque 1 million de travailleurs. Donc, toute la structure des coopératives, de tout l'accompagnement des agriculteurs, des chambres d'agriculture est beaucoup moins présent ou voire pas du tout à la pêche. Donc, en cherchant du boulot, en fait, j'ai trouvé un boulot d'observateur des pêches, ce qui revient à être sur un bateau pour rendre compte de ce qui se passe. Moi, j'étais embauché pour évaluer les captures ou rendre compte des captures de dauphins. En fait, il y en avait tellement pas que j'étais surtout à l'avant du bateau, essayer d'observer les dauphins autour du bateau. Et puis après, j'ai en fait migré vers du décompte de poissons. Parce que quand on est en plein hiver, qu'il fait tempête, aller se mettre à l'avant du bateau pour regarder s'il y a des dauphins, ça sert à rien. Mais donc j'ai passé 1 an sur les bateaux de pêche, j'ai vu différents types de navires de pêche. Et surtout, ce qui a été hyper formateur dans cette expérience-là, c'est que j'ai vécu le quotidien avec les équipages. J'ai vu tous les problèmes liés au prix, les variations des prix extrêmes, donc très élevés un jour, très bas le lendemain. J'ai vu des pêcheurs notamment sur le bassin d'Arcachon qui se mettaient à vendre en direct et qui pouvaient se permettre de pêcher moins que les autres, de relâcher. Je pense à un notamment, c'est hyper marrant, c'est que c'est un pêcheur qui est sur le bassin d'Arcachon, qui est issu des Pyrénées et qui, à l'époque, moi où j'embarquais, disait bah non, demain la météo est un peu mauvaise. On part à la montagne avec mon fils qui était en train de devenir champion de ski a priori. Il disait en fait moi comme je vends en direct, enfin il le théorisait pas vraiment, mais moi je me suis rendu compte que lui vendant en direct plutôt bien son poisson, il s'en sortait bien. Et donc il avait pas besoin d'aller en mer forcément autant que les autres. Et pendant ce temps, quand lui il était pas là à dire moi je coupe 2 jours parce que la météo va être mauvaise ou moyenne, je partais avec un autre bateau qui disait non mais moi j'ai des moins bons prix. En tout cas je pense qu'il se faisait ce raisonnement et donc je suis obligé de continuer à sortir. Et là on se passait des journées assez désagréables dans des mauvaises conditions, on casse du matériel, mais il y avait quand même du poisson qui était attrapé qui permettait de faire une rentabilité. Mais j'ai vraiment vu l'effet que le prix de vente du poisson pouvait avoir sur l'activité plus ou moins intense. Et de se dire qu'en fait, oui, en fait, les pêcheurs, aujourd'hui, enfin, historiquement, ont réussi à gagner de l'argent en faisant du volume.
mais ça a eu des conséquences sur, à la fois l'état des ressources et je me suis rendu compte aussi sur la santé, des travailleurs. Parce que tous les marins, moi, que j'ai côtoyés, avaient, au moins 10 ans de plus, que leur âge, réel parce que, bah, les rythmes sont, pétés, on travaille le jour, on travaille la nuit, on fait parfois des horaires genre du 2 heures du matin, 18:00, on est à l'air, à l'humidité, au sel, au vent, enfin, donc ça use et j'ai vu pas mal ça, donc pour moi, c'était vraiment, c'est ce qui m'a vraiment, c'est mon expérience centrale de mon point de vue, parce que c'est là que j'ai compris la réalité du métier, qui était très, très loin de ce que je pouvais théoriser quand je débattais avec mes potes pêcheurs sur les forums. À l'époque, c'était des forums ou avec des gens dans ma formation où en fait, ma conviction, c'est qu'on était très, très loin de la réalité et qu'on l'a pas vécu de manière, intime tant qu'on n'est pas sur un bateau, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines à comprendre la réalité et il se trouve que derrière, je trouve un boulot parce que je continue à chercher un boulot. Observateur, c'est pas vu comme un boulot d'ingénieur, on va dire, donc je continue à chercher un autre boulot et je trouve un boulot au ministère de la pêche, à Paris, donc direction des pêches, rattaché au ministère de l'Agriculture à l'époque. Et donc là, je monte à Paris et c'est à Paris que je découvre beaucoup plus précisément tous les systèmes d'AMAP, panier de légumes, la ruche qui dit oui était en train de se développer à fond, et cetera. Enfin, en tout cas, il y avait les premières qui arrivaient. Il y avait la coopérative La Louve et tous ces logiques-là et donc moi, je deviens consommateur, je deviens membre de tous ces trucs-là et derrière, en fait, je parle de poissons et tout le monde dit: «Ah bah ouais, trop intéressant, on savait pas, ça nous intéresse et tout» et puis, avec l'idée de dire: «Bah, faisons pareil quoi, essayons», et puis compliqué en fait parce que, faire venir du poisson depuis la côte, moi j'avais des premiers contacts avec des pêcheurs, c'est pas possible quoi, on pouvait pas répliquer de manière aussi simple que, un agriculteur qui habite à 1 heure du centre-ville, là où on est, qui vient avec son camion, qui a peut-être 1 ou 2 salariés qui peuvent pendant ce temps continuer à bosser, voire faire la distribution et on se pose, dans un bar, ou dans un endroit, en fait, on n'a pas besoin d'un espace particulier, quoi. Avec le poisson, ça devient plus compliqué, le stockage, ça coule, et cetera, enfin, donc Il faut forcément en plus un camion réfrigéré, voilà, il y a un plein lieu de où il y a beaucoup stocker. plus de contraintes qu'avec ces systèmes-là qui fonctionnaient déjà et surtout, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'habitudes de transformation, il y a beaucoup moins de services de transformation. Moi, je connais que 1 ou 2 pêcheurs qui transforment eux-mêmes leurs produits ou qui arrivent à trouver des solutions avec des ateliers à proximité de chez eux, alors qu'on a en France, plein d'agriculteurs qui transforment à la ferme. On a des abattoirs ou des légumeries, j'ai l'impression qu'il y a un écosystème qui est plus riche, même si a priori, plus j'en parle, moins on me dit que c'est le cas, mais à la pêche, c'est absent et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire, les premières distributions complètement pirates, jusqu'à une où à un moment je dis: «Bah, je fais un événement Facebook, et les gens, commandent en mettant un message quoi et je vends 80 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques quand même. Je pensais pas en vendre autant et donc ça, c'était en 2012 et je me suis dit: «Bon, bah, en fait, il y a un truc» et c'est comme ça que, 2013, une nouvelle vente, qui marche très bien, je fais 400 kilogrammes et 2014, j'achète la 1re poiscaille mobile, une camionnette, sur le bon coin réfrigérée et je commence à faire, les premières distributions de manière complètement informelle. J'avais monté une auto-entreprise jusqu'à ce que Poiscaille arrive et soit créé, à la fin de l'année, 2014. Donc tout ça, tout en travaillant, au, ministère, Ouais, de l'agriculture à la direction des pêches. soirée week-end, voilà. Alors les 1res ça allait parce que c'était, 1 fois par mois au début. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a commencé à s'accélérer, j'arrivais à La Défense, parce que le siège avait bougé au ministère de l'écologie à La Défense. J'arrive à La Défense, en costard et puis je repars, je change de tenue pour aller distribuer du poisson ou je distribue du poisson encore en costard en ayant mis un truc pour me protéger un peu, et puis voilà quoi. Donc oui, il y a un rythme un peu pété pendant quelques années, avec soirée week-end, à fond quoi. Donc mais assez excitant, les premiers trucs, aller fouiller quand notre marchandise est perdue, c'était des galères, hein, mais maintenant je raconte ça plutôt, en rigolant. Et là, tu constates donc qu'il y a un besoin, et qu'il y a, un manque, sur, le circuit court et que potentiellement tu peux aider, à la fois les consommateurs à trouver, du bon poisson et les pêcheurs, les artisans, les marins pêcheurs? C'est ça, ouais, en fait, je constate que moi j'étais convaincu de ça, mais c'était, facile de le voir de son point de vue que finalement, à Paris, j'étais pas très content de ce que je trouvais en poisson, en qualité de poisson. Parce que je comparais moi aux poissons que j'attrapais moi-même
Et je me disais: «Ouais, bon, bah, c'est un peu décevant ou faut vraiment être hyper bon pour aller choisir le bon poisson sur le marché» et quand je parlais avec des gens du coin, je parlais avec 2 types de enfin 2 expériences marquantes. Un, des gens qui habitaient à Paris qui disaient: «Ah ouais, le poisson, c'est galère, je suis encore allé chez le poissonnier l'autre jour, j'en ai eu pour, 80 €, parce qu'en fait, on s'est un peu enflammé, puis on s'est rendu pas compte. On a mangé les bulles le lendemain, ils étaient pas bons, on en a jeté la moitié», enfin, il y avait ça et je faisais pas mal de covoiturage pour aller pêcher en Bretagne, donc j'embarquais des Bretons et qui disaient: «Non mais nous, on mange du poisson, que quand on est chez les parents ou les beaux-parents, parce que l'autre jour, on a acheté un dos de cabillaud, on l'a payé une blinde, ça a enfumé l'appart, ça sentait hyper mauvais, donc le poisson, on le mange qu'au bord de la mer» et les 1res distributions de Poiscaille, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été, waouh, les clients nous disent, «Le poisson, il est hyper frais, j'ai jamais mangé un poisson aussi frais, j'avais jamais osé goûter ce poisson, il était hyper bon», voilà, enfin vraiment un truc mais unanime sur, la qualité et la fraîcheur et au bout de quelques années, c'est les 1ers retours des pêcheurs qui disent: «En fait, grâce à vous, on vit vraiment beaucoup mieux ou on est beaucoup plus détendu parce qu'on vous nous assurez du débouché qui est vraiment, hem, bah, à bon prix, à prix stable» et donc ça nous aide vachement. Je me rappelle un pêcheur, c'était mois de février, il avait fait une grosse pêche de lieu jaune et donc nous, on lui avait payé, 6 € le kilo au lieu des 8 € qu'on payait habituellement parce qu'il avait des gros volumes pour essayer de tout vendre. On a une époque où Pascal vendait au resto plus les particuliers et donc on était presque un peu coupables. Il me disait: «Mais attends, moi, je l'aurais, vendu aux enchères, j'aurais eu 1,50 € donc pas de problème» et donc on fait 2 expéditions comme ça et le 3e jour, il m'envoie une photo, il me dit: «Bah non, aujourd'hui, je suis pas en mer, je suis en train de faire» il envoie une photo de son potager où il est en train de faire planter des radis, et il dit: «Bah voilà, j'ai pu enfin, prendre une journée off parce que si vous aviez pas été là, bah, j'aurais dû retourner en mer pour refaire du volume de poisson qui est présent, le vendre pas cher, mais au moins ça m'aurait fait mon chiffre d'affaires de la semaine». Et donc ça, c'est assez symbolique de dire: «Ah bah ouais, là, en fait, on est en train de faire un truc qui a un vrai impact concret, pour les pêcheurs». Donc les consommateurs, ont l'air ravis, les pêcheurs commencent à changer leurs pratiques. Bah ça donne une conviction hyper forte sur, faut continuer, quoi. Oui, donc à la base, quand tu crées Poiscaille, c'est plus tu constates un besoin et au fur et à mesure, tu constates aussi l'impact que tu es en train d'avoir, notamment, sur le métier et aujourd'hui, des objectifs de Poiscaille, c'est justement d'assurer une rémunération, stable, pour les pêcheurs, et les pêcheuses, on dit les Ouais, pêcheuses? il y a des pêcheuses, elles se disent souvent marin-pêcheur, mais pêcheurs et pêcheuses, oui. Ne les oublions pas. Comment ça marche, aujourd'hui? Parce que vous êtes, vous faites du circuit court, donc vous êtes en direct, avec les marins pêcheurs. Comment ça marche aujourd'hui cette filière? Pourquoi, faire le choix de s'inscrire en dehors du modèle de la criée? Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, moi si je vais acheter, un poisson, demain, heu, si je ne passe pas par Poiscaille, il vient d'où mon poisson? Comment ça fonctionne? Hem, le circuit, on va dire, traditionnel, à condition que ton poisson, il soit français. Donc déjà, si tu vas acheter un poisson de demain, heu, 8 sur 10 sont importés. Donc 8 sur 10 vont venir, ça va être soit du saumon de Norvège, soit, de la crevette, tropicale, soit du cabillaud, islandais ou norvégien. Donc déjà, la majeure partie du poisson, il viendra d'assez loin et c'est le cas sur plein de produits, quoi. Mais si on prend un poisson, français, le pêcheur va le vendre, à ce qu'on appelle la criée, qui est en fait un endroit où il débarque et où il y a une vente aux enchères. Il va être acheté par ce qu'on appelle un marailleur, qui est un grossiste, qui lui, achète des gros volumes de poissons pour aller faire des petits lots. Donc il va faire une caisse de 3 kilos de, merlan de 500 grammes à peu près, et après ces caisses-là qui vont être faites par le marailleur vont être distribuées soit à un grossiste, soit directement à un poissonnier qui lui va le finir par l'amener sur un étal. Donc tu vois, ça veut dire qu'il y a très souvent, 3 intermédiaires, dans le meilleur des cas 2. Le cas où il y a un intermédiaire, c'est très rare. Mais il faut savoir donc que quand en fait toi, tu achètes ce poisson-là, le pêcheur touche au max un quart de ce que toi tu as donné, au poissonnier. Donc ça fait qu'au final, c'est un des points qui fait que les pêcheurs, souvent ont une rémunération assez faible. Tu as un autre effet, c'est que la fraîcheur de ton poisson n'est
pas du tout garantie ni affichée. Donc personne te dit quelle est la date de pêche du poisson que tu as devant là, toi sur l'étal. Donc c'est soit tu es experte et tu arrives à dire ah oui, l'œil brillant, le machin, mais c'est quand même, je trouve, très compliqué les conseils qu'on donne. Tu peux pas forcément toucher le poisson. Enfin, ça se fait pas d'aller sur un étal, mettre le doigt sur les poissons et de dire ah, est-ce qu'il est bien ferme, est-ce que la chair rebondit bien quand je le prends. Donc ton poisson, je pense qu'il a au moins plusieurs jours et très souvent 1 à 2 semaines. Pourquoi ? Parce que en France, donc tu vois, les 20% du poisson qu'on pêche est pêché à 70% par des bateaux qu'on dit hauturiers qui partent entre 3 et 15 jours en mer. Donc quand ils arrivent au port, ils ont dans leur cale du poisson de 1 jour, mais ils peuvent aussi avoir du poisson de 3, de 5, de 10, de 15 jours. Plus des temps de distribution, le poisson n'est pas vendu tous les jours par les poissonniers, le poisson qu'ils mettent sur l'étal n'est pas forcément vendu, donc du poisson peut rester plusieurs jours sur un étal. Donc en fait, tu achètes globalement un poisson qui est assez vieux par rapport à ce que tu imagines. C'est pas un problème sanitaire, c'est-à-dire qu'il reste tout à fait consommable le poisson. Par contre, en termes de dégustation, c'est souvent décevant. C'est pour ça que le poisson, quand il sent fort, c'est ça en fait. Un poisson frais, distribué rapidement, nous c'est le retour qu'on a des clients, ils disent oui, ça sent la mer, et c'est normal en fait. Et dernier point, l'info pour arriver à savoir dans quelle zone il a été pêché, avec quelle technique de pêche, est-ce que le stock est en bon état, est-ce que le pêcheur est bien payé, est-ce que la technique est vertueuse, elle est marquée sur les étiquettes, mais elle est hyper complexe. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta file au marché, donc déjà, il faudrait que tu fasses tout le tour de l'étal pour dire alors je voudrais de la pêche de tel endroit, tel stock, est-ce que tu sais que la zone FAO 27.7 c'est l'Atlantique Nord-Est, est-ce que le 27.7 c'est la Manche Ouest. Enfin, des trucs comme ça où en fait c'est assez technique. Est-ce que tu sais que le chalut, le filet, la ligne, tu vois, qu'est-ce que tu sais la différence ? En fait, tu as beaucoup d'informations qui est là, mais qui est pas forcément déjà bien donnée, qui est pas forcément facile à interpréter. Et nous-mêmes, en tant que vendeurs de poissons, alors oui, en fait, je pense qu'on a un peu... Moi, je suis allé vers le circuit court parce que j'étais un peu nourri de ces sujets de circuit court. Mais les visites que j'ai pu faire, notamment à Rungis, il y a plein d'infos qui sont pas assez précises. Tu vois, l'Atlantique Nord-Est, donc ce fameux, la FAO 27, ça va du détroit de Gibraltar jusqu'au pôle Nord, quoi. Jusqu'au milieu de l'Atlantique. Donc, en gros, les zones sont quand même très vastes. Alors oui, tu as des sous-zones aujourd'hui, mais même si tu prends les sous-zones, 27.8, c'est le golfe de Gascogne, c'est du Cap Finistère, donc en Espagne, jusqu'à Brest. Donc c'est quand même une zone qui est, pareil, qui est aussi immense. Donc avoir des informations précises comme on avait dans les circuits courts agricoles, ça marche pas. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, on comprend que c'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, ça m'interroge quand tu dis du poisson français. Comment on peut savoir en fait qu'il est français ? Enfin, les océans, ils appartiennent pas forcément à un pays. Ben, clairement, en plus, tu vois, les bateaux dont je parlais, les bateaux hauturiers, beaucoup pratiquent ce qu'on appelle en base avancée. C'est-à-dire que tu as beaucoup de bateaux bretons, ils partent pas de Bretagne, ils sont basés en Irlande ou en Écosse, ils pêchent sous pavillon français dans ces zones-là parce que les zones sont mises en commun avec l'Europe, mais le poisson vient en camion, revient en France en camion, et les équipages aussi. Les équipages souvent prennent l'avion plutôt d'ailleurs, mais les équipages font un aller-retour, donc en fait le bateau est quasiment toute l'année pas sur les côtes françaises, il est absent des côtes françaises. Est-ce que c'est toujours du poisson français ? C'est une bonne question. Moi, je dirais plutôt que non. Mais effectivement, pour moi, du poisson français, ça devrait être du poisson pêché dans les 50 km, les 100 km des côtes. Et surtout, il n'est pas vraiment tracé. Alors aujourd'hui, il n'est pas indiqué sur l'étal si c'est du poisson français ou pas. Tu vois, contrairement à des fruits et légumes où tu as marqué Espagne, France, Maroc, tu as le pays. Sur le poisson, on te donne les zones FAO, mais en fait, ça t'aide pas. Et tu as aujourd'hui Pavillon France qui fait un travail justement d'essayer d'identifier la pêche française. Tu as toujours ce sujet-là de dire, bon ben voilà, est-ce qu'en fait il a été pêché sur quelle côte exactement a-t-il été pêché, quoi ? Parce que du poisson français pêché sur les côtes irlandaises, est-ce qu'il est français ? Je dirais que non. Il y a un manque de transparence qui en fait n'est pas
totalement un manque de transparence, c'est une complexité en fait de la filière qui fait que c'est très compliqué de savoir d'où vient le poisson, où il a été pêché, comment il a été pêché. Tu parlais de saumon, de cabillaud. Justement, je voulais te demander aujourd'hui quels sont les poissons les plus consommés en France. Et tu vas nous parler d'un des enjeux les plus forts quand tu vas répondre à cette question, qui est la surpêche, la surexploitation des ressources. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les poissons qu'on consomme le plus et... Le trio, enfin le quatuor principal, c'est saumon, cabillaud, thon, crevette. Alors quand on parle de crevettes, hein, en gros en France, je crois qu'on mange 100 000 tonnes de crevettes par an, on en pêche 1500. Donc c'est que de l'élevage importé des zones tropicales. On pense à la crevette de Madagascar, mais... Voilà, mais celle qui est à la limite c'est la plus qualitative de toutes, avec des conditions de production qui ont l'air d'être parmi les plus exigeantes. La plus qualitative des crevettes tropicales, parce que... Voilà. En tout cas, dans ces grosses crevettes, bon, il y a des crevettes sauvages, etc. Mais en termes d'élevage, c'est plutôt la crevette qui a l'air derrière laquelle il y a l'air d'y avoir le plus d'efforts, de partage de la valeur, de minimiser l'impact, etc. Quel type d'impact ? Ah bah alors, la crevette, c'est assez simple. Souvent, on rase la mangrove pour mettre des bassins pour faire les crevettes. La mangrove, c'est un endroit hyper important. C'est une espèce de vasière avec des palétuviers, avec ces petits arbres là. Mais en fait, il y a une énorme vie qui se développe là-dedans. Donc plein de poissons qui viennent se reproduire, plein de juvéniles qui sont là. C'est un super c'est une super protectrice contre la hausse du niveau de la mer ou les événements type tsunami et tout ça. Et c'est un puits de carbone magique a priori et immense. Donc ça a un impact, c'est perte de biodiversité, du stockage de carbone qui est perdu, de la protection contre la montée des eaux. Il faut savoir que tous les poissons d'élevage sont nourris avec des farines qui contiennent du poisson sauvage. Et qu'aujourd'hui, un tiers de la pêche mondiale, elle est uniquement destinée à faire de la farine de poisson pour nourrir d'autres poissons. Donc là, tu parles du saumon, par exemple. Saumon, crevettes, tous les poissons qu'on nourrit, le bar d'élevage, la dorade d'élevage, tous ces produits-là qui sont nourris. Là, du coup, on parle d'aquaculture, on parle d'élevage, donc mais qui génèrent de la surpêche. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que c'est de la surpêche sur des poissons qui sont tout à fait consommables en frais. De la surpêche parce qu'on pêche des poissons pour nourrir d'autres poissons. Les saumons, par Exactement. exemple, si on prend cet exemple-là, puisque c'est un des poissons, le poisson le plus consommé en France. Ça, c'est sûr. Donc la surpêche pour nourrir les poissons d'élevage, et il y a aussi des espèces qui sont surexploitées dans nos océans. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bah, en fait, on paye un peu les mauvaises gestions du passé. Je pense que à la pêche comme à l'agriculture, c'est un peu le parallèle. Dans les années 70, ou même peut-être avant d'ailleurs, enfin après la guerre, on a poussé au développement de la production, à l'accroissement de la production. La mécanisation a permis d'aller chercher des poissons plus loin, plus profonds, de conserver avec la glace. Donc a permis un développement spectaculaire et industriel. Et en fait, les scientifiques ont alerté assez tôt de ces phénomènes de surexploitation. Depuis une vingtaine d'années, en fait, on ne pêche pas plus de poissons, malgré le fait qu'on mette toujours plus de moyens pour en attraper, et des moyens de plus en plus importants. Donc, ça veut dire que la densité globale de poissons c'est vraiment appauvri. C'est ce qu'explique Didier Gasquel assez souvent. Il disait en Europe, un endroit où on avait 1000 tonnes de poissons, on est descendu à 100 tonnes de poissons, donc on a divisé par 10 les abondances, et surtout avec des impacts sociaux énormes. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, on a bien pêché, on a développé les pêches, mais depuis une trentaine d'années, en tout cas en Europe, on est en train de gérer, peut-être que ça ressemble un peu à l'agriculture, mais les crises successives de, en fait, les bateaux, il n'y a plus assez de poissons pour qu'ils soient rentables. Il est démontré de manière hyper claire que la petite pêche génère par kilo de poisson pêché beaucoup plus d'emplois, émet beaucoup moins de CO2, a besoin de beaucoup moins de subventions. Et c'est un peu un effet 80-20, quoi. C'est-à-dire que les entreprises industrielles captent 80% des subventions, mais génèrent que 20% de l'emploi. Enfin, voilà, les équilibres montrent de manière évidente que
la grande pêche telle qu'on l'a développée par le passé, on arrive à un modèle qui tient pas et qui a peu d'apport en termes d'emploi et cette dimension sociale de la durabilité, elle est fortement questionnable. Et tu as parlé donc de pêche industrielle et de chalutier. On a beaucoup entendu parler, du chalut, qui est une méthode, de pêche, qui a un impact important sur les écosystèmes. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes techniques de pêche, globalement? Quelles sont, celles, qui sont les plus impactantes, négativement et positivement? Deux grandes catégories, ce qu'on appelle les arts dormants et les arts traînants. Donc en gros, les arts dormants, c'est les techniques où on va poser un engin de pêche dans l'eau, le laisser quelques minutes à quelques heures et venir le relever plus tard. Donc là, ça va être le filet, la ligne, le casier, où là, les poissons vont venir à l'engin de pêche. Donc un poisson va se prendre dans un filet, un crabe va venir dans un casier parce qu'il veut manger l'appât qu'il y a dedans, ou un poisson va mordre un hameçon, une ligne. Et les arts traînants, donc c'est des engins qu'on tire derrière le bateau. Donc là, il y en a 2 principaux, le chalut pour les poissons et la drague pour les coquillages. Donc c'est en gros des grands entonnoirs en filet qu'on traîne derrière les bateaux, pour, piéger le poisson et le rattraper et le piéger. Et donc là, effectivement, les arts traînants, sont ceux qui ont le plus d'impact sur, 2 dimensions, même 3 pardon. D'abord, l'impact potentiel sur le fond. Donc là, on parle du chalut de fond, qui lui, doit être au contact du fond pour, déloger les poissons du fond ou déloger, les animaux pour les piéger ensuite. Mais il peut passer sur les endroits où il y a des milieux fragiles, et donc là, s'il passe, ça les détruit et ça peut détruire des milieux, qui ont mis beaucoup de temps à se développer. Tu as un autre impact qui est l'impact sur, les émissions de CO2. C'est que pour traîner ces engins assez lourds, même si on développe des technologies pour les alléger, il faut quand même beaucoup plus de carburant qu'avec, les arts dormants. Donc tu émets beaucoup plus de CO2, par kilo de poisson. Et tu as un dernier impact, c'est l'impact des rejets. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de recherches pour essayer de faire ce qu'on appelle de la sélectivité, donc attraper que ce qu'on veut. Mais globalement, les chaluts, génèrent beaucoup de rejets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prises dans les chaluts qui sont rejetées à la mer parce que trop petites, parce que c'est pas la bonne espèce ou parce que ça, c'est un autre problème et là, nous, on peut y participer ou y contribuer, c'est que commercialement, elle vaut pas assez pour être, traitée à bord du bateau. Mais donc ces engins, traînants sont ceux qui ont quand même, globalement le plus d'impact et il faut pas minimiser le fait que sur les engins dormants, il peut y avoir des impacts aussi, le filet peut générer beaucoup de rejets, la ligne peut générer des captures accessoires et cetera, mais au global, c'est en faveur des arts dormants. Et après il y a des engins dont j'ai pas parlé qui sont un peu à la marge, qui sont la pêche en plongée, parce que nous on a des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, en plongée. Et la pêche à pied ou qui est faite souvent avec, des râteaux où là, en fait, un pêcheur va gratter, le sable, la vase pour essayer d'aller récupérer, des coquillages. Donc là, on a parlé, de l'impact, des techniques de pêche, de l'impact, de l'élevage et c'est un peu effrayant de se rendre compte à quel point, voilà, notre consommation de poissons peut impacter, les écosystèmes. Est-ce qu'on peut parler peut-être, des méthodes, de pêche durables? Puisque j'imagine, qu'il y en a et puis aussi, de l'élevage durable. Je pense aux huîtres, aux moules, voilà, qui sont, des élevages, de coquillages qui, pour le coup, ont beaucoup moins d'impact, je crois. Ouais, alors, pour moi, les techniques de pêche durable et c'est ce qu'on fait chez Poiscaille, on exclut, le chalut et la drague, parce que trop de doutes sur leurs impacts. Mais si tu choisis de la pêche à pied, de la pêche en plongée, de la ligne, du casier, du filet droit ou du filet trémaille, globalement, c'est des engins de pêche qui, sont plus, vertueux, que les autres. Après, c'est vrai que la taille des bateaux joue pas mal ou les méthodes d'exploitation peuvent jouer pas mal. C'est pour ça que chez Poiscaille, on s'est mis ce critère de 12 mètres qui est un peu arbitraire, mais en fait, qui est souvent utilisé dans des textes européens ou dans différentes définitions comme étant de la petite pêche. Et oui, effectivement, la production de coquillages
huîtres et moules en France, en tout cas c'est ce qu'on produit en majorité, elle est globalement très peu impactante. Après, il faut être lucide sur le fait que quand même sur les huîtres, il y a des méthodes de production qui sont pas du tout naturelles comme on l'imagine, donc avec des huîtres nées en écloserie, des huîtres triploïdes, donc modifiées chromosomiquement pour pas se reproduire et pour grandir plus vite. Donc chez Poiscaille, nous, par exemple, on travaille que avec des ostréiculteurs traditionnels, donc ils font que des huîtres nées en mer, qui sont pas déplacées plusieurs fois dans leur cycle, ou en tout cas le moins possible. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'huîtres qui voyagent partout en Europe pour grandir. Et sur les moules, on s'est mis un critère, alors qui est peut-être, on va peut-être un peu trop loin, mais de dire on fait que de la moule de corde. Donc c'est des moules qui sont suspendus sur des structures au lieu d'être sur des bouchelots qui peuvent avoir tendance à envaser le milieu. Mais au global, des échanges qu'on peut avoir avec pas mal d'acteurs, ils disent oui, il peut y avoir un envasement avec les bouchots, mais c'est quand même marginal et il faut mieux manger des moules de bouchot proches de chez soi que de la moule importée d'Espagne, d'Italie ou de Hollande, quoi. Effectivement, la production de coquillage, elle est globalement, je pense, très peu impactante, aussi bien en sauvage qu'en élevage. Tu nous as dit que 80% du poisson était importé. Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé notamment de la quenelle, puisque je suis lyonnaise. Et donc, à Lyon, on mange beaucoup de quenelle de brochet. Et tu m'as expliqué qu'en fait, ce brochet venait de loin. Ah oui, a priori, de ce que je comprends, c'est essentiellement Europe de l'Est. Donc, la majeure partie du brochet aujourd'hui qu'on met dans les quenelles vient de là-bas. Alors, il y a encore une petite production dans les Dombes, sur le lac Léman ou dans les lacs alpins mais c'est des pêches qui sont tellement marginales que c'est vraiment rien par rapport au marché. Et c'est pour ça que nous, on s'est lancé avec un pêcheur du lac Léman qui attrape beaucoup de gardons, et avec Giraudet, qui a priori est l'atelier ou l'entreprise de référence sur les quenelles bien faites et de qualité, sur faire des quenelles de gardons. Et au final, le résultat est hyper bien. Aujourd'hui, il nous manque juste des gardons et que la pêche reprenne et que le pêcheur puisse les mettre en filet. C'est ça qui est très frustrant dans les produits de la mer, c'est que souvent, on veut ou on pense à une espèce, ou en tout cas, on a peut-être imposé une espèce, je sais pas, mais on a des réflexes de dire, bah oui, il faut que je fasse telle recette ou telle préparation exclusivement avec tel poisson. Et c'est ça qui génère vraiment des choix de consommation qui entraînent des impacts très forts. Sur les produits de la mer, il faut être beaucoup plus ouvert et dire en fait, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et s'adapter à la pêche, parce que la pêche, elle change tous les jours et on peut pas standardiser une production. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a fait avec l'élevage, mais ça a des conséquences qui sont cata pour moi. Tu vois? Donc arrêtons de manger du saumon fumé, mangeons des poissons sauvages français fumés. Nous, on fait du thon germon, du poulpe, du maquereau, du mulet. Enfin, c'est ça qui est très frustrant, c'est que d'un côté, il y a des consommateurs qui mangent des produits ultra standardisés, donc on va les importer pour leur servir ça. Parce qu'on dit oui, c'est ce que les consommateurs veulent, mais en fait, c'est juste qu'on leur propose que ça de mon point de vue, ou ce qu'on leur propose ailleurs est pas très bon. Et de l'autre côté, il y a des pêcheurs qui ont du mal à vendre leur prise et des gens qui disent ouais, le poisson il est trop cher. Mais en fait, pour moi, c'est là où nous on essaie de s'engager avec Poiscaille et de dire bah non, en fait, oui, le saumon est le premier poisson vendu en France, mais on va pas en vendre. Voilà. Et on va proposer autre chose et on va se débrouiller avec autre chose. Et c'est assez surprenant de voir qu'il est tout à fait possible de changer les choses et d'avoir des clients qui nous disent bah oui, moi j'habite à Strasbourg, à Lyon. Le poisson, habituellement, il me déçoit et j'en mange pas beaucoup. Et avec vous, j'ai redécouvert des espèces que j'aurais jamais mangées. Ben voilà, on démontre que c'est possible de changer les méthodes de conso. Tu as mentionné plusieurs poissons que vous proposez chez Poiscaille. Ce sont des poissons en effet qu'on trouve moins sur les étals, comme le mulet par exemple. Ce sont même des espèces parfois boudées. Il y a même des espèces, je ne sais pas si vous en proposez, qui sont invasives, donc qu'il faut manger pour réguler les écosystèmes. Quels sont les critères chez Poiscaille? Comment vous choisissez les poissons que vous proposez dans vos casiers de la mer?
Alors nous, c'est surtout les pêcheurs avec lesquels on travaille et après on va prendre leur pêche. Comme je te disais, donc pas de chalut, pas de drague dans les techniques de pêche, donc on va travailler exclusivement avec des ligneurs, fileyeurs, caseilleurs, pêcheurs à pied, pêcheurs en plongée. Des navires de 12 mètres maximum, considérés comme de la petite pêche côtière, en demandant à ce qu'ils sortent à la journée pour être sûr qu'il n'y a pas des filets qui soient laissés plusieurs jours à l'eau et qui fassent que les poissons s'abîment. En plus, point intéressant, c'est que ça permet aux marins pêcheurs de rentrer tous les soirs chez eux. Il y en a pas mal qui disent que c'est quand même important de pouvoir avoir cet équilibre de vie. Et derrière, en fait, on va prendre la pêche de ces pêcheurs-là. On va pas forcément regarder l'état du stock ou autre. L'idée, c'est de dire, bah voilà, vous attrapez ces poissons, nous, on vous les prend. On vous les prend à bon prix et on vous garantit un prix fixe toute l'année. Pourquoi je te dis qu'on ne regarde pas forcément l'état du stock? C'est que ma conviction forte, c'est que la santé et la mauvaise santé des stocks de poissons, les petits pêcheurs en sont plutôt les victimes que les responsables. En général, ils attrapent 10 à 15% de la proportion. Donc en fait, la surpêche, je considère qu'elle a plutôt été générée par d'autres et par les pêches intensives. Et je préfère garantir des bons prix à un pêcheur sur un panel d'espèces assez large, plutôt que de dire en fait je prends que ça. Alors oui, je vais lui prendre que ça et moi j'aurai ma conscience tranquille de dire j'ai pas acheté sur un stock qui est peut-être surexploité. Mais lui, il va pêcher plus de ce poisson-là pour pouvoir faire sa rentabilité, il va le vendre certainement ailleurs. Alors, et l'autre poisson, il l'aura pêché, il le vendra très mal. Donc je préfère lui garantir un très bon prix pour toutes ces espèces, celles qui sont en bon comme en mauvais état. Comme ça, je suis sûr que sa pression de pêche, elle va pas être en augmentation, il n'aura pas besoin d'aller pêcher plus pour faire sa rentabilité. Et c'est ce que nous disent les pêcheurs, ils nous disent bah oui, en fait, on garde aujourd'hui des poissons qu'on aurait certainement remis à la mer plus ou moins en bon état, et ça nous permet d'assurer une rentabilité en pêchant un peu moins de l'espèce phare qu'on était allé chercher, parce que tous les petits poissons, comme ils disent, qui en fait n'étaient pas forcément prévus pour faire la rentabilité parce qu'ils étaient vendus soit entre 0 et 1 euro, bah vous les payez bien plus cher, et donc ça fait qu'on a un global, on arrive à rentabiliser notre journée avec moins de poissons, ou avec moins du poisson principal qu'on allait chercher avant. Et comment ça marche, du coup, Poiscaille, aujourd'hui? Quel produit vous proposez? Comment ça fonctionne? C'est toujours un système de panier de poissons comme à l'origine. Donc on s'inscrit sur poiscaille.fr. On choisit d'en recevoir toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et depuis le début, on a mis en place cette possibilité-là d'arrêter son inscription quand on veut. Donc pas besoin de s'engager sur plusieurs mois comme dans une AMAP parce que les poissons ne poussent pas dans les champs comme pour un agriculteur. On peut changer sa date si on n'est pas là. Et surtout, on peut choisir le contenu du panier. Donc maintenant, l'avant-veille, les clients peuvent aller en ligne à partir de 19h jusqu'à 22h et choisir le contenu du panier. Donc ils ont 3 heures pour choisir le contenu. Et l'essentiel des livraisons se fait dans des magasins partenaires que nous on appelle des points relais, qui sont des magasins bio, direct producteurs, avec qui on est en partenariat. Eux, ils peuvent proposer du poisson à leurs clients. Et en fait, les clients vont chercher sur une plage horaire assez large d'une après-midi, voire plus, leur panier. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces casiers? Est-ce qu'il y a une saisonnalité sur le poisson comme il y en a une sur les fruits et légumes, par exemple? Alors, pour moi, elle n'est pas aussi forte que sur les fruits et légumes. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire chaque année, je sais pas, de avril à mai, on va trouver telle espèce du bar en abondance. Je pense à ça parce qu'il y a un moment là où les ligneurs de la pointe bretonne font des belles pêches de bar à ce moment-là. Pendant 2 ans, ils ont fait des super pêches. L'année dernière, la pêche était vraiment très mauvaise, donc en fait, il y en a eu beaucoup moins, quoi. Donc il y a beaucoup de variabilité. Après, il y a des grands marqueurs. Entre octobre et mai, on va avoir de la coquille Saint-Jacques de plongée en quantité importante. On va avoir du thon rouge de ligne plutôt entre avril et octobre-novembre, là, mais il y en a encore maintenant qui se pêchent. On va avoir des maquereaux plutôt entre fin septembre et fin avril, on va dire. Voilà, donc il y a des grandes périodes, mais il y a pas mal d'espèces qu'on va trouver un petit peu toute l'année. Je te dis, bah voilà, le bar, il y avait des pêches en avril-mai, il y en avait beaucoup entre octobre, novembre, décembre. Mais c'est pas pour autant que hors de ces zones, il y en a pas du tout. Et nos pêcheurs, ils continuent à en attraper. Et localement, en fait, nous, on a des pêcheurs en Manche, en Atlantique, en Méditerranée et sur les lacs alpins. Mais en fait, la pêche, elle va commencer à être très forte, je sais pas, sur telle espèce en octobre. Mais peut-être que ce sera 3 mois plus tard dans telle zone. Et
Il y a des phénomènes comme ça parfois. Moi, j'étais extrêmement surpris avec l'expérience de Poiscaille de trouver des poissons qui étaient pas du tout dans mes calendriers ou ceux que j'avais en tête. Le maquereau, typiquement, je savais pas comment on pêchait du maquereau en hiver en fait en Atlantique. Il y a des pêches de maquereau. Avant, c'était dans le Pays Basque. Maintenant, il a plutôt tendance à hiverner en Bretagne. Et en plein hiver, on attrape du maquereau qui, pour moi, était le poisson d'été par excellence. Et donc, des trucs comme ça assez contre-intuitifs qui peuvent arriver sur les sujets de saison. Au global, nous, avec notre réseau de 250 pêcheuses et pêcheurs, on arrive à proposer 70-80 options au moment de l'ouverture des réservations à 19h. Alors, il y en a qui sont présentes en très grand nombre, il y en a en très petit nombre. Donc, ça, on arrive quand même à offrir une diversité, et c'est ce que nous demandent les clients, assez large. Et aujourd'hui, un truc qui est assez nouveau, c'est qu'on propose beaucoup de poissons en filet. C'est pas un truc qu'on fait de gaieté de cœur parce que on perd beaucoup de quantité de poissons quand on passe en filet. En gros, c'est quasiment la moitié du poids entier que tu perds quand tu passes en filet. Alors que quand tu cuisines entier, tu perds, je pense, 20 à 30%. Mais on a un vrai retour côté client qui dit bah ouais, moi je sais pas préparer le poisson, et c'est vrai, en France on n'a pas une grosse culture. Donc si vous me mettez en filet, ça m'aidera beaucoup, et on voit que ça fidélise beaucoup mieux les clients de leur proposer du poisson découpé. Et est-ce que tu peux nous donner des conseils si on ne passe pas par Poiscaille, si on va chez son poissonnier, quelles questions il faut poser pour savoir quel poisson choisir? Comment choisir son poisson? Est-ce qu'il faut arrêter certaines espèces? Alors moi je poserai pas de questions parce que je suis souvent assez déçu des échanges que je peux avoir quand je vais spontanément à la poissonnerie et que j'essaye quoi. Malheureusement l'info elle est la connaissance des produits elle est assez faible sur les étals, je trouve. Mais parce que bah en fait c'est un métier où il y a peu de formation. Enfin c'est pas la faute des poissonniers, c'est pas volontaire, hein, mais c'est juste que c'est peut-être pas les sujets sur lesquels on axe les formations en priorité. Pour moi, j'ai 5 conseils assez évidents. Un, c'est arrêter saumon, cabillaud, crevettes. Si vous voulez choisir durable, le premier truc à faire, c'est arrêter. Alors, vous pouvez commencer par un des trois, mais arrêtez le saumon au moins. Mais saumon, cabillaud, crevettes, faut s'en priver. Déjà, si vous faites ça, vous avez fait un énorme pas vers la durabilité, quoi. Deuxièmement, choisir les techniques dites douces ou les arts traînants. Donc la ligne, le casier, le filet, la pêche en plongée, la pêche à pied. Troisièmement, essayer de repérer les zones FAO 27 et 37. Donc 27, ça correspond à la Manche et à l'Atlantique, 37 à la Méditerranée. Vous serez assez surpris de voir des zones 51 qui sont au milieu du Pacifique, du 34, c'est Atlantique centre. Enfin, en fait, du 27, du 37, il n'y en a pas forcément partout et tant que ça. Quatrième conseil, c'est choisir à ne pas hésiter à aller sur les espèces qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai pas pris de saumon. Tiens, il y a un poisson, il est pêché à la ligne. Tiens, en plus, il a une zone 27 sur son étiquette. Ah, mais ça, cette espèce, je la connais pas. C'est une vieille, c'est une bonite, c'est un chinchard, c'est un maquereau espagnol. Qu'est-ce que c'est, etc. Ben, en fait, c'est ces poissons-là qu'il faut aller manger. C'est ceux qui ont la plus grande chance d'être français et issus de la petite pêche. Et dernier conseil, c'est plutôt un conseil économique que durable, c'est justement de dire consommer plutôt les poissons entiers. Parce qu'en fait, on dit souvent le poisson c'est cher, mais oui, mais quand on se rend compte qu'on jette la moitié du poisson une fois qu'on l'a passé en filet et qu'on en récupère 80% quand on l'a consommé entier, bah vraiment, moi j'ai fait l'expérience avec les clients Poiscaille, hein. On sert des filets, on a pas mal de retours de gens au début qui nous disaient mais j'ai mangé ça en 2 bouchées. Le même poisson livré entier, les clients disaient ah ouais, on a fait 3 repas avec, il y en avait presque trop, etc. Donc pour moi, il faut appliquer ça. Alors idéalement, on tombe sur un poissonnier qui va hyper bien connaître ses produits, pouvoir nous orienter et arriver à lui dire moi je veux un truc durable, je veux être droit dans mes bottes et tout. Je considère que c'est rarement le cas, quoi. Donc pour résumer, arrêter saumon, crevettes, Cabillaud, que les techniques douces, zone FAO 27-37, les espèces qu'on connaît pas, et consommer les poissons entiers idéalement. Juste vider. On
On parle beaucoup de l'impact de la viande et des produits carnés, on parle beaucoup moins de celui du poisson et pourtant les enjeux sont immenses, on l'a constaté ensemble. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent pour alerter, on entend, il y a beaucoup d'ONG qui militent pour une pêche durable. On entend aussi parler de pêche écologique qui est un terme du chercheur et professeur Didier Gascuel que tu as cité tout à l'heure. C'est quoi la pêche écologie ? La pêche écologie, c'est l'équivalent de l'agroécologie appliquée à la pêche. Et donc, ce que dit Didier Gasquel, c'est dire il faut chercher à minimiser les impacts partout où c'est possible au maximum. Alors, il parle aussi de déchalutisation, de dire bah oui, en fait, il faudrait sortir du chalut parce que c'est la technique majoritaire en France et en Europe, et même dans le monde, je pense. En disant en fait, cette déchalutisation, elle est déjà en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire que les chalutiers sont déjà en train d'arriver dans une impasse économique et de disparaître. Donc, au lieu d'essayer de s'arc-bouter et de absolument vouloir les préserver, les maintenir, se dire, mais en fait, allons investir pour aller pêcher avec des techniques différentes, ce qu'on pêche aujourd'hui au chalut. Moi, j'ai une conviction forte, mais je n'ai pas du tout de chiffres là-dessus, mais c'est qu'on a énormément investi pour faire des chaluts plus sélectifs, qui ont moins d'impact sur les fonds, etc. Mais en fait, au global, on n'a pas assez amélioré la situation pour que ça vaille le coup de continuer. Pour moi, on devrait mettre tous ces moyens dans l'investissement vers des nouvelles techniques de pêche, des nouvelles pratiques, accompagner les pêcheurs financièrement, plutôt que d'essayer absolument de faire de la recherche qui, en fait, globalement, on n'arrivera pas. La meilleure solution, ce sera de changer les techniques de pêche. Donc, chercher partout l'impact minimum et ne pas se satisfaire d'un statu quo, de dire, bon, en fait, le stock est en bon état, donc ça suffit. Oui, en fait, aller chercher, voir... La coquille Saint-Jacques aujourd'hui est en excellent état sur nos côtes françaises et bravo aux pêcheurs pour leur bonne gestion. Mais elle a encore beaucoup pêché à la drague et il y a des endroits où la drague peut avoir beaucoup d'impact. Alors que la pêche en plongée permet dans pas mal de zones de cueillir la coquille Saint-Jacques à la main sans aucun impact. Et il faut être clair, c'est pas une opposition petite pêche ou pêche industrielle. Il peut y avoir des pêches industrielles complètement compatibles avec de la pêche durable. Mais aujourd'hui, à nous de la développer. Il y a aussi des labels qu'on peut voir. Je pense au label MSC. MSC, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce que c'est un bon outil pour choisir son poisson ? Alors pour moi, non, c'est pas un bon outil parce qu'il n'est pas suffisant. MSC garantit le fait que les stocks de poissons sont surveillés, que les scientifiques donnent leur avis et que les avis scientifiques sont plutôt suivis. Mais en fait, c'est presque le minimum qu'on devrait avoir. Et MSC te garantit aussi que les impacts sont évalués et il y a des démarches de progression. Pareil sur les conditions sociales, les conditions de travail des gens dans la filière liées à ce stock. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que dans le monde, c'est pas toujours le cas et dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. Donc le MSC apporte cette exigence ou apporte cette garantie que derrière, en fait, ton poisson n'a pas été issu d'une pêcherie surexploitée où les scientifiques ne sont pas écoutés et où on détruit le milieu marin en utilisant des explosifs ou du cyanure pour pêcher les poissons. Mais pour moi, c'est presque le minimum qu'on devrait attendre de tous les poissons qu'on mange. Et derrière, il n'y a pas grand-chose. Il y a un écolabel public qui est présent sur quelques espèces en France, notamment le thon rouge de Ligne. Donc très bien si on tombe dessus. Mais il manque un label qui identifie la petite pêche. C'est-à-dire que à l'agriculture, un agriculteur peut être bio et en fait, on labellise l'exploitation agricole. À la pêche, on labellise pas les bateaux. On veut labelliser absolument une pêcherie, à savoir un groupe de bateaux qui intervient sur un stock de poissons. Donc, on va labelliser la capture de sol par les bateaux de tel endroit. Mais alors qu'on devrait labelliser les bateaux et de dire oui, ce bateau a des pratiques qui sont durables et qui sont vertueuses. Et donc, toutes ces prises devraient être labellisées. Mais ça permettrait de mettre en avant tous les poissons de la petite pêche, tous les poissons de ces techniques douces. Et ça simplifierait énormément le travail pour le consommateur qui, lui, aujourd'hui, tu as presque besoin d'une expertise en poissonnerie pour aller sélectionner le poisson et en étant sûr que tu n'as pas fait une erreur dans ton choix, quoi. Ça fait plus de 10 ans maintenant, Charles, que tu as créé Poiscaille. Quel a été le moment le plus fort si tu ne devais en retenir qu'un ? Normalement, c'est celui qui vient en premier.
Le moment le plus fort. Bah, cette anecdote là, moi, je la raconte tout le temps, hein. Ce pêcheur là qui m'envoie cette première photo, qui dit regarde là, c'est mes plantations de radis. Moi, je suis fan de potager. Je voudrais monter mon potager à côté de chez moi et je peux le faire grâce à toi. Ça c'est hyper beau. Il y a tous les témoignages. Si, il y en a un autre, c'est une maman de pêcheur qui s'occupait sur le bassin d'Arcachon de vendre le poisson de ses 2 enfants avec qui on travaillait et qui un jour je vais lui acheter au bord de la mer des araignées de mer d'ailleurs. Et elle me dit mais non mais tu vas pas payer, je vais pas te faire payer. Vu tout ce que tu fais pour mes enfants, c'est trop beau quoi, tu vois. Donc je te les donne avec amour, avec plaisir, avec sincérité. Et je me dis bah ça c'est quand même hyper beau comme témoignage, c'est quand même hyper fort comme témoignage quoi. Parce que parfois les pêcheurs ils sont un peu taiseux, ils disent pas grand chose. Tu vas te dire je pêche moins, ça fait que presque un mauvais pêcheur. Je peux avoir du temps pour moi, pareil. Et des témoignages comme ça à chaque fois ça remotive d'une manière sans limite. Est-ce que tu as des livres à nous recommander, Charles? La pêche écologie de Didier Gasquel et Pour une révolution dans la mer en deuxième de Didier Gasquel également. Donc la pêche écologie, c'est en gros la synthèse assez facile d'accès qui fait 130 pages, 150 pages. Et Pour une révolution dans la mer, c'est l'ensemble de l'histoire, de l'analyse, etc. Mais qui est pour moi passionnante, c'est hyper bien écrite. J'ai lu pas mal de bouquins sur la gestion des pêches, j'ai trouvé chiant la plupart du temps. Et celui-là, pour moi, il est hyper bien et il est accessible, je pense, à tout le monde. Mais ouais, c'est un peu plus costaud. Mais c'est vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes sur l'histoire des pêches, etc. dedans. Donc la pêche écologie pour une révolution dans la mer. De Didier Gasquel. De Didier Gasquel, les 2. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast? Ah, c'est une bonne question. Si, j'aimerais bien entendre Alexandre Drouard de Terroir d'Avenir, qui pareil, bah, pour nous était un peu un modèle quand on a lancé Poiscaille, hein, de dire bah, on va travailler avec les producteurs exemplaires. Et pour moi, sur les produits de la terre, bah, ils ont fait un boulot qui est admirable et colossal pour la transition. Donc ouais, ce serait un bon invité. Quel est le rêve pour toi et surtout pour Poiscaille? Quel est ton rêve pour Poiscaille aujourd'hui? Moi, Poiscaille, je l'ai monté en disant si on me donne des bons prix aux pêcheurs à une bonne échelle et que tous, en conséquence, ils se mettent à pêcher moins, les stocks de poissons devraient s'améliorer. Et quand je racontais ça au ministère, on me disait mais t'es un bisounours, c'est pas comme ça que ça marche, tu comprends rien et tout. Je suis assez fier d'être arrivé au fait que bon bah ça y est, il y a 250 pêcheuses, donc 5% de la flotte française aujourd'hui qui est soutenue par des bons prix de Poiscaille. Et globalement, on a des témoignages, on n'a pas encore les résultats des scientifiques qui étudient ça, mais que globalement, grâce au bon prix Poiscaille, ils vivent mieux, ils pêchent moins. Donc déjà, on a une première partie du chemin qui est faite. Le rêve, ce serait de voir les stocks de poissons s'améliorer et qu'il y ait des scientifiques qui nous disent c'est l'effet Poiscaille. Alors quand on leur en parle, ils me disent ouais, là, franchement, on doute que ce soit possible. Mais il y a une étape intermédiaire, c'est de permettre de transformer la flotte. Donc je suis assez convaincu que le jour où on atteint, aujourd'hui il y a 28 500 clients inscrits à Poiscaille, le jour où on atteint 40, 50, 100 000 clients inscrits à Poiscaille, on sera dans les capacités d'aider des pêcheurs à racheter des bateaux industriels, les détruire et les remplacer par des bateaux vertueux, peut-être intensifs et qui iront peut-être pêcher au large, mais des bateaux beaucoup plus durables. Et ça, le jour où j'atteins ça, je me dis waouh, là on aura atteint vraiment un moment extrêmement fort et on fera un baptême d'une petite flotte de petites pêches bien payées, avec des équilibres de vie corrects et des poissons très bien valorisés et délicieux pour les clients. Est-ce que tu as des adresses engagées à nous recommander? Oh, j'en ai plein. Moi, je fais mes courses chez Tout Bon, c'est une épicerie dans le 20e arrondissement qui fait du vrac, du bio, et je pense qu'il faut les soutenir parce qu'ils font un sacré taf. Terroir d'Avenir, leurs boutiques sont quand même magiques et il y a vraiment un sourcing qui est hors norme. Le Zingam, qui est aussi pareil, des petits magasins à Paris qui sont vraiment hyper qualitatifs. À chaque fois, moi, j'ai envie de tout acheter et c'est pas si cher. Franchement, je trouve que c'est vraiment accessible en termes de prix. Les Résistants en restaurant, qui, pareil, avec des engagements que je trouve hyper forts.
Et allez, si vous avez la chance d'aller au Cap Ferret en vacances, allez chez Fumette. C'est un fumoir qui travaille un petit peu avec nous et qui fume les poissons du bassin d'Arcachon. Alors ils font un peu de truite, dites-leur que vous voulez pas manger de truite parce que c'est de la truite d'élevage. Saumon et truite, c'est le même problème. Mais ils font pas de saumon, c'est déjà un bel engagement. Mais demandez-leur de la dorade, du maigre, du poulpe, du mulet, du bassin d'Arcachon fumé. C'est vraiment une belle adresse. Charles, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être ? Ah, la recette du poisson basse température. Faut arrêter de cuire les poissons trop fort. Moi, j'ai vu mon père se mettre des énormes stress, cuire le poisson à 180 degrés, à fond et tout. Et un jour, j'ai testé la cuisson au lave-vaisselle par défi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait hyper bien. Et ça, c'est la recette qu'on donne à tous les clients. Il suffit d'avoir le poisson vidé. Faut pas l'écailler. Ça sert à rien de mettre de l'huile, de mettre du citron, tout ça. On met juste un brin de thym, de romarin dans le ventre du poisson. On pose ça sur une plaque, sur un papier sulfurisé. On met au four. On allume son four qu'au moment où on met le poisson dans le four. Il n'y a pas besoin de le faire préchauffer. On met à 100 degrés. On peut mettre à 90 si on est un peu plus exigeant sur le caractère fondant du poisson. Et on laisse ça 45 minutes, 1 heure. En fait, il n'y a pas besoin de trop regarder le temps. Ça va, quand l'œil sera blanc, ce sera cuit. Et ce sera parfait. Ça aura fait comme une croûte de sel, mais sans avoir à s'embêter à faire la croûte de sel, mettre le sel, en mettre un peu partout, etc. Et moi, je mange, je sais pas, 80% de mes poissons comme ça, quoi. Merci pour cette recette, Charles. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Et bonne continuation à toi bientôt. et à Pascal. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode de la saison 3 de La Recette. En attendant, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.